Bonjour mes chers étudiants. On va voir le module contrôle gestion au niveau du semestre 6, parcours économie et gestion. Alors, comme on a vu dans les séances présentielles, quelques définitions du contrôle gestion. Alors, bien sûr, cette discipline offre plusieurs avantages à l'entreprise. Alors, parmi ces avantages, on vise à maîtriser les coûts et à améliorer surtout la performance en termes d'efficacité, d'efficience. Et je rappelle, lorsqu'on dit l'efficacité, c'est le rapport entre les objectifs convoités et les résultats obtenus. Et l'efficience, c'est la relation entre les moyens engagés et les résultats obtenus. Alors, le contrôle de gestion, c'est un processus permanent de pilotage d'une manière générale de l'entreprise et de mesurer en temps réel les réalisations. Alors, sans entrer dans les détails, je me limite à citer quelques définitions telles données par Anthony. Le contrôle de gestion, c'est un processus par lequel les managers influencent d'autres membres de l'organisation. D'ailleurs, on va voir dans les exercices d'application comment parvient le contrôleur de gestion à adapter et influencer les comportements des différents responsables au niveau des départements. Alors, une autre définition, selon Henri Bouquin, les managers qui sont chargés de définir la stratégie ont besoin de dispositifs et de processus pour s'assurer que l'action quotidienne des individus est cohérente, bien sûr, avec la stratégie de l'entreprise. Donc, le contrôle de gestion, c'est un régulateur des comportements. Alors, qu'est-ce qu'on entend par régulateur? Si je prends l'exemple d'une entreprise, là, on a des fonctions basiques. Par exemple, l'achat de la matière première, traitement de cette dernière, produire des produits finis et bien sûr conditionner le produit fini. Alors, au niveau des fonctions, le contrôle de gestion, il intervient pour qu'il puisse régulariser, adapter et surtout en termes d'optimisation des comportements. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la régularisation des comportements? Si je prends l'exemple de la politique des approvisionnements, on va voir avec le modèle Wilson comment on parvient par exemple à calculer la cadence optimale. De même pour la fonction de production, on aura l'occasion de voir comment le contrôle de gestion peut aider l'entreprise à optimiser le programme de production. Comme vous le savez, on travaille sous des contraintes techniques, commerciales et même financières. Alors, toutes ces contraintes, on va voir avec des pratiques de contrôle de gestion comment on parvient à modéliser un problème et à optimiser la production. Et j'en passe, même chose au niveau de l'investissement. Alors, le contrôle de gestion s'adresse aux opérationnels, mais aussi aux gestionnaires de l'entreprise. Donc, comme vous le voyez, il s'adresse surtout au niveau des managers opérationnels, au niveau des départements et au niveau des gestionnaires de l'entreprise. Pourquoi effectuer un contrôle de gestion? Donc, si je peux résumer, le contrôle de gestion offre un certain nombre d'avantages en termes de maîtrise des coûts et amélioration des performances, comme on a déjà soulevé ça au niveau de l'introduction dans les séances présentielles. Si je vais revenir sur la maîtrise des coûts, je peux revenir sur la méthode des coûts complets. Là, on a eu l'occasion de voir comment on parvient à passer du total primaire au secondaire à travers la méthode des sections analytiques. Et là, on a les sections auxiliaires et les sections principales. Donc, on vise tout d'abord à éliminer les sections auxiliaires qui ne sont pas liées à l'activité principale de l'entreprise. Et par la suite, s'il y a un problème de densité entre les sections auxiliaires, le problème de la prestation réciproque, donc, on peut résoudre ce problème par la méthode des équations ou bien la méthode matricielle, quitte à trouver les valeurs des sections auxiliaires, les reporter dans le tableau avec un signe négatif. Après, on fait le calcul, bien sûr, par colonne pour l'ensemble des sections principales pour passer d'un total primaire à un total secondaire. Par la suite, on vous communique les natures d'unités d'œuvre et on vous invite à calculer le nombre d'unités d'œuvre. Et après, on fait le rapport entre total répartition numéro 2, secondaire, et le nombre d'unités d'œuvre pour calculer le coût des unités d'œuvre. À partir de là, on travaille, ou bien on applique la méthode du coût complet qui consiste à calculer un coût d'achat. Bien sûr, un coût d'achat, c'est le prix de la matière première plus tous les frais liés
à l'achat. Après, on calcule la valorisation des mouvements des stocks. En général, c'est la méthode CMUP. Après, on calcule le coût de production. Comme vous le savez, le coût de production, c'est le coût précédent, c'est-à-dire le coût d'achat plus tous les frais liés à la production. Après, on calcule les mouvements des produits finis et on calcule par la suite le coût de revient, c'est le coût de production plus tous les frais liés à la distribution. Et enfin, on fait la différence entre le chiffre d'affaires, soit global bien unitaire, par rapport au coût de revient. Et par là, on parvient à calculer le résultat analytique d'exploitation mensuel. Et à travers l'application de la méthode d'étude complet, on peut maîtriser ou bien optimiser la maîtrise des coûts. Alors c'est un rappel pour vous dire que le contrôle de gestion il est lié à comptabilité de gestion. Donc parmi les objectifs, avoir une bonne vision claire et améliorer la réactivité afin de développer au sein de l'entreprise. Le contrôle de gestion nécessite la mise en place d'un certain nombre d'outils, notamment l'établissement ou bien la mise en place d'un système d'information et de gestion. Alors là, au niveau de ce slide, on a eu l'occasion de voir ça dans les séances qu'on a travaillé auparavant, sur quelques comparaisons entre le contrôle de gestion traditionnel, bien basique, et le contrôle de gestion renouvelé. Alors, sans entrer dans les détails, par exemple, la première variable, le contrôle de gestion, si c'était pour surveiller l'entreprise, le contrôle de gestion moderne, c'est motiver. Pour le contrôle de gestion traditionnel, c'était conçu pour programmer, maintenant c'est pour orienter. Avant c'était a posteriori, maintenant c'est a priori. Avant c'était passif, maintenant c'est actif. Le contrôle de gestion basique, on a cette variable, ce comportement de méfiance. Maintenant, le contrôle de gestion moderne, on vise à avoir le comportement de confiance par rapport aux collaborateurs. Si c'était exécutant, maintenant c'est décideur. Avant, si ça s'adresse aux subalternes, maintenant c'est participatif. Là, on a une approche participative, on va voir dans les exercices comment on parvient à avoir cet esprit d'intégrer, de faire impliquer tous les acteurs de l'entreprise. Avant, il était directif, maintenant c'est participatif. Avant, c'était en flux descendant, maintenant c'est l'inverse, ascendant. Avant, on calculait les indicateurs financiers, maintenant on calcule les indicateurs physiques. Avant, c'était en termes de normes internes, maintenant c'est externe. Même en termes d'approche systémique, avant on travaillait dans le cadre, dans l'approche d'un système fermé, maintenant c'est un système qui est ouvert et en interaction avec l'environnement. L'avant-dernière variable, avant c'était le contrôle de gestion traditionnel, était plus opérationnel, maintenant c'est plus stratégique. Et enfin, le contrôle de gestion traditionnel a une activité de transformation, maintenant il a une activité de cycle de vie. Donc voilà, avant de passer à la séquence suivante, je rappelle les objectifs du contrôle de gestion qui sont au nombre de 4. Ça permet de contribuer à la définition bien sûr de la stratégie, de suivre la mise en œuvre de cette dernière, améliorer et mesurer les performances et bien sûr piloter l'activité et prendre des actions correctives. Bon, on aura l'occasion de voir dans les TD comment on parvient à expliquer comment le contrôle de gestion parvient à piloter l'entreprise et à prendre des actions collectives, soit au niveau de la politique d'approvisionnement, de production, d'investissement, et ainsi de suite. Maintenant, si je prends la gestion des approvisionnements, donc je rappelle quelques principes de base. Comme vous le savez, la gestion prévisionnelle des approvisionnements répond à un certain nombre d'objectifs. Premier objectif, minimiser les coûts liés au stockage. Alors, toute entreprise, lorsqu'il adopte la politique d'achat, donc on vise à minimiser les coûts qui sont liés au stockage. Ce qu'on entend, la recherche d'un stock minimum. Deuxième principe, assurer la sécurité des approvisionnements, éviter surtout la rupture de stock. Alors, comme vous savez, toute rupture de stock, ça peut toucher la notoriété de l'entreprise. Si je prends n'importe quel secteur d'activité, le contrôle de gestion doit veiller à ne pas avoir ce genre de rupture de stock, parfois qui peuvent mettre
en cause l'image de marque d'entreprise ou bien toucher à son notoriété. Alors là, toujours dans les principes de base, on a le délai de livraison. C'est le moment qui sépare le moment du lancement de la commande et le moment de la réception de la commande. Entre les deux dates, il y a un délai de livraison. L'entreprise doit tenir compte de ce délai dans la gestion de ses stocks lorsque les consommations ont un rythme reculé, car ce délai peut être traduit par un niveau de stock, surtout le stock critique minimum. Alors parfois il y a des aléas ou bien des choses qui peuvent arriver que l'entreprise n'arrive pas, par exemple, à recevoir la commande qui va venir par la suite. Et là, il faut tenir compte, à bien calculer, à maîtriser et mettre en cause le délai de livraison. Alors, je prends un exemple d'une entreprise, un exemple d'application qui fabrique des prothèses médicales et intègre un composant électronique acheté auprès d'un fournisseur. Alors, on a les consommations régulières sur 360 jours de l'ordre de 10 200 composants par an et un délai de livraison de 15 jours. Alors maintenant, pour calculer le stock critique minimum, qu'on a déjà vu ça dans les séances de cours, pour la consommation annuelle, ici c'est 10 200 divisé par le nombre de jours 360, multiplié par le délai 15 jours. Donc on a un stock critique minimum de 425 composants. Alors sur un report orthonormé, dans l'axe des abscisses, on a le temps, variable temps, l'axe des ordonnées, les quantités en stock. Et comme vous le voyez, on a trois types de commandes, la première, la deuxième, la troisième. Donc c'est un schéma aussi. Si je peux expliquer, on reçoit la première commande, on épuise, on consomme, on utilise, et on est dans une tendance descendante. À ce niveau-là, il faut lancer la deuxième commande. Alors entre les deux dates, il y a le délai de livraison entre le moment de lancement de la commande et la réception de la deuxième commande. Ça s'appelle le délai de livraison. Alors maintenant, pour calculer un deuxième niveau de stock de sécurité, donc tout à l'heure on a donné un délai de livraison de 15 jours, maintenant c'est 14 jours, donc on calcule un deuxième niveau de stock de sécurité. Le premier c'est critique, le deuxième c'est stock de sécurité. Même formule, la consommation à 10 200 composants divisé par le nombre de jours de 360 x 14, donc on obtient 397 unités. Alors là, je rappelle, on vous a fourni deux dates ou bien deux délais de livraison, 14 jours et 15 jours. Alors toujours sur orthonormé, dans l'axe des abscisses, on a la variable temps, l'axe des désordonnés, la quantité en stock. Alors la première droite parallèle à l'axe des abscisses continue, ça représente le stock de sécurité. La deuxième droite qui est parallèle et en discontinu, donc c'est le stock critique. Alors vous allez peut-être poser la question pourquoi on constitue deux niveaux de stock. Alors le premier niveau s'appelle un stock de sécurité, il est intouchable, un stock stratégique. Le deuxième, c'est un stock critique, on peut l'utiliser ou bien l'exploiter. Alors là, vous avez trois commandes, la première, la deuxième, la troisième. Et entre les deux commandes, il y a un délai de livraison. Donc voilà. Et maintenant, c'est le même scénario, seulement ici, on travaille sur la base de la constitution de deux niveaux de stock. Stock sécurité et stock critique. Donc voilà la formule générale, stock critique minimum plus stock sécurité, c'est le stock critique. Donc voilà la somme des deux, ça donne 822. Alors maintenant je passe à la notion du coût les coûts de la gestion des stocks. Je commence par le coût de possession. Alors ce sont des charges variables, c'est-à-dire évoluent en fonction de l'activité de l'entreprise. Ce coût représente l'ensemble des charges engendrées par la détention de stock, comme les frais de loyer, le personnel, l'assurance, et ainsi de suite. Sont en fait des charges variables. Alors en général, ils sont exprimés avec un taux qui s'appelle taux de possession. Et les données, donc par exemple, c'est 6% de la valeur du stock moyen.
Je rappelle, 6% de la valeur du stock moyen. 6% de la valeur du stock moyen. Donc 6% il est donné. Alors maintenant, pour concrétiser le raisonnement, pour calculer le coût de possession, donc 6% c'est le taux de possession, multiplié par la valeur, donc chaque composante il coûte 150 dirhams, la valeur du composante, multiplié par le stock moyen. Le stock moyen c'est la quantité, ou bien la consommation annuelle divisée par 2, plus le stock de sécurité. Voilà, le stock de sécurité. Donc voilà le stock sécurité, voilà le stock actif moyen, c'est la consommation divisée par 2 plus le stock critique, le tout multiplié par la valeur 150 et multiplié par 6%. Donc 6% de la valeur du stock moyen. Maintenant pour le deuxième charge, ou bien deuxième coût, le coût de lancement, de passation. Alors ce sont des charges fixes. Alors, dans notre exemple, chaque commande génère des frais fixes de l'ordre de 5100. Et par conséquent, le coût de lancement, c'est 5100 fois n. N, c'est le nombre de commandes. C'est la cadence optimale qu'on va calculer dans quelques instants. Ou bien le nombre annuel de commandes. Alors maintenant, si je peux résumer, on a une entreprise qui achète auprès d'un fournisseur une composante électronique, il intègre dans un matériel médical. On a une consommation annuelle de 10 200. On a un taux de possession de 6%, la valeur c'est 150 et le coût de lancement, bien de passation, c'est 5100. Maintenant, on va essayer de calculer la cadence optimale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la cadence optimale? C'est le nombre de commandes rationnelles. Alors, pour le faire, je commence par exploiter la première méthode à travers ce tableau. J'explique alors la première colonne, c'est le nombre de commandes. La deuxième, c'est la quantité commandée. Alors, pour remplir cette deuxième commande, je prends la consommation annuelle. Si on fait une seule commande, c'est 10 200 divisé par 1. Si on fait deux commandes, c'est la consommation annuelle 10 200 divisé par 2. Donc, on commande, la quantité commandée, c'est 5100. Si on fait une commande tous les 3 fois par an, c'est 10 200 divisé par 3, 3400. Par 4, 5250. Par 5, 2040. Donc, d'une manière générale, pour avoir le remplissage de la deuxième commande, vous prenez la consommation annuelle, vous la divisez par les coefficients techniques de la première colonne. Maintenant, le stock moyen. Le stock moyen, c'est la consommation annuelle, ou bien la quantité commandée, la deuxième colonne, vous la divisez par 2, plus le stock de sécurité, 397, vous aurez la troisième colonne. Voilà. Alors, par exemple, pour 5497, je prends 10 200 divisé par 2 plus 397, vous allez obtenir 5497. Même chose pour le reste des coefficients techniques de la troisième colonne. Le coût de possession, ce sont les charges variables, c'est 6% de la valeur du stock moyen. Alors vous prenez 6% multiplié par 150 multiplié par les coefficients techniques de la troisième commande. Je m'explique. Par exemple, pour 49 497, vous allez multiplier 6% fois 150 multiplié par 5497. Vous allez obtenir 49 473. Alors, pour l'avant-dernière colonne, le coût de lancement, vous allez multiplier 5100 par les coefficients de la première colonne. Par exemple, 1 multiplié par 5100, on obtient 5100 par 2, 10 200, 15 300, 20 400 par 5, 25 500. Maintenant, le coût total, c'est la somme entre le coût de possession plus le coût de lancement, c'est-à-dire la somme entre la quatrième colonne, les coefficients techniques de la quatrième colonne et les coefficients techniques de la cinquième colonne, vous allez obtenir la dernière colonne. Alors, c'est-à-dire la sixième colonne. Alors là, le coût total, comme vous le voyez, le coût le plus faible,
si vous comparez les coefficients techniques de l'ensemble des cellules de la colonne, c'est 34 170. Donc automatiquement, il correspond à une cadence optimale, un nombre de commandes rationnelles de l'ordre de 3. Alors, voilà la formule du coût total. C'est le coût de passation plus le coût de possession. Et vous avez le Q, c'est la consommation annuelle divisée par N. 10 200 divisé par N. Alors maintenant, on passe la méthode graphique pour représenter le comportement de 3 coûts. Je commence le coût de lancement, c'est fonction croissante. Le coût de possession, c'est une fonction descendante, décroissante. Et le coût de possession, alors il est descendant jusqu'à un niveau de commande n est égal à 3. Après, la courbe devient croissante. Alors, si je reviens au niveau du tableau, on a schématisé les 3 dernières colonnes, la fonction du coût de possession. Alors, c'est une fonction qui est croissante, comme vous le voyez. Le coût de lancement, c'est une fonction... Le coût de lancement, c'est une fonction qui est croissante. De possession, décroissante. Et le coût total, elle est décroissante jusqu'à un niveau n est égal à 3. Après, elle devient croissante. Donc, voilà le comportement des 3 types de coûts, à savoir le coût de lancement, le coût de possession et le coût total. Alors, la méthode graphique nous fournit le même résultat, n est égal à 3. Alors là, il y a la méthode mathématique qui consiste à dériver la fonction du coût total par rapport à n est égal à 0. Vous allez faire le raisonnement et vous allez trouver le même résultat, n est égal à 3. Donc voilà, la première méthode elle est détaillée. Ceux qui sont des prérequis en maths acceptables, ils peuvent utiliser la fonction du dérivé d'une manière très rapide. Alors voilà grosso modo le commentaire ou bien la synthèse de la méthode ou bien de la gestion des approvisionnements. Si je peux résumer, c'est une entreprise qui s'approvisionne auprès d'un fournisseur. On vous donne des informations comme la consommation annuelle, les délais de livraison, le taux de possession, la valeur du composant, et on utilise 3 méthodes, la méthode algébrique par tableau, la méthode graphique et la méthode par dérivé, et on a trouvé le même résultat, n est égal à 3. Donc les 3 modèles montrent que la société passe 3 commandes par an, soit une commande tous les 4 mois, ce qui correspond à un lot économique de 10 200 divisé par 3, c'est-à-dire chaque commande est composée par 3400 commandes. Et bien sûr, un coût total minimum de 34 173. Donc, j'ai essayé de faire une petite simulation sur une feuille d'Excel. Comme vous le voyez, on a le premier tableau. Là, on a toutes les informations et les données du problème. On a le résultat, la synthèse, n est égal à 3, on a le coût total de 34 170, et on a Alors l'avantage de cette méthode, il y a la méthode graphique, la méthode algébrique. Ce qui manque, c'est la dérivée. Ce qui est intéressant au niveau de cette simulation, si je vais revenir sur la feuille d'Excel, je peux changer les données du problème et la simulation il se fait d'une manière automatique. Donc si je veux changer par exemple le taux de possession, je peux facilement avoir d'autres cadences optimales. L'essentiel au niveau du premier tableau, je peux faire des simulations, des changements, des modifications, et à chaque fois le comportement il varie. Donc je vais m'arrêter à ce niveau avant de passer à la séquence numéro 2 pour vous présenter le problème de la gestion, ou le problème de la production, gestion de la production par la méthode du simplex.